Bonsoir à tous. Est-ce que vous avez entendu parler du dernier modèle d'Anthropic? Claude Sonnet, non, c'est même pas Claude Sonnet, c'est Claude Haiku 4.5. Apparemment, ce serait l'équivalent de Sonnet 4, mais en 3 fois moins cher et en 2 fois plus rapide. Alors ça, c'est le genre de conversation que j'ai à la machine à café depuis 2 ans. Avec les collègues, on adore parler de l'IA générative, de prompt engineering, de nouvelles techniques de RAG, etc. etc. Je m'appelle Curtien, je travaille depuis 8 ans chez Choose, une application lifestyle qui met en avant des marques sous la forme de vente éphémère. Et cette année, j'avais pour objectif d'améliorer l'adoption de l'IA générative en interne. Et avec toutes ces connaissances accumulées à la machine à café ou grâce aux articles Medium, j'étais convaincu que tout ce bagage technique allait m'être très utile. Et en fait, pas tant que ça. La réalité, c'est que de tout ce que j'ai appris de cette veille, rien ne m'a vraiment servi à rendre l'IA plus accessible ou plus utile. Le problème, c'est que sur LinkedIn ou sur YouTube, la plupart des contenus portent sur des nouveautés, des nouvelles technologies, les derniers modèles de LLM, des nouvelles techniques, à tel point que j'étais convaincu que la meilleure façon d'implémenter l'IA dans l'entreprise, c'était de mettre tous mes efforts sur l'aspect technique. Et donc, je suis tombé un peu dans ça et je me suis lancé sur un projet de chatbot interne sur mon domaine d'expertise, à savoir la data. Janvier 2025, je vais bientôt partir en congé pat pour 1 mois. J'ai plus trop de sujets sur le feu et je demande si je peux travailler sur un bot Metabase. L'idée de ce bot, c'est de pouvoir compenser mon absence et c'est juste de répondre aux utilisateurs en leur fournissant des liens vers des questions Metabase qui existent déjà. Metabase, c'est notre outil de BI et à ce moment-là, je me dis que l'idée n'est pas trop mal. À ce moment-là, on mise beaucoup sur les RAG basés sur la recherche sémantique. Donc avec mon collègue Gilda, on décide de partir sur ça, on ne se prend pas trop la tête, on reprend un tuto tout fait et on l'adapte à notre use case. Le problème, c'est qu'on n'avait pas de documentation ou de description pour nos questions Metabase. Et donc, on décide de demander à un LLM de générer cette description à partir du contenu SQL de la requête Metabase. Et ensuite, on prendrait cette description générée par le LLM pour l'indexer dans notre tout nouveau Vector Store. Et si vous n'avez rien compris à ça, c'est normal. L'idée, c'était de vous montrer que c'était un red flag, que c'était un premier red flag. Mais d'un point de vue implémentation technique, on est plutôt content, ça ne bug pas, mais côté résultat, on n'est pas du tout sur un chatbot qui va remplacer qui que ce soit. Mais c'est normal, vous me direz, parce que on a pris un tuto et que c'était évident qu'on allait devoir itérer dessus. Et forcément, c'est ce qu'on fait. Et ça tombe bien, parce que j'ai vu un autre tuto de RAG avancé sur les embeddings hypothétiques. Et là, plutôt que de générer une description, on va générer une question hypothétique à laquelle cette question Metabase pourrait répondre. Deuxième red flag. Mais je ne vais pas aller plus loin avec cet exemple, parce que des couches techniques, on peut en empiler autant qu'on veut, sans savoir vraiment où on va. Et ce que je veux vous dire avec cet exemple, c'est qu'il est assez représentatif de ma façon d'aborder les sujets d'IA à l'époque, c'est-à-dire très focalisé sur l'aspect technique et très peu sur totalement désintéressé de ce à quoi on l'applique. Et puis, avec cet échec, je remets en cause mon exécution technique, mais pas forcément mon approche. Parce que si tout le monde parle des RAG, c'est que forcément, ça doit bien marcher d'une certaine façon. Et donc, je me mets à tester tout plein d'outils, no-code, open source, pas open source, des outils qui permettent tous à peu près de faire la même chose, c'est-à-dire de faire des RAG sans coder. Et le résultat de tout ça, c'est que je suis maintenant inscrit à pas mal de newsletters. Mais plus sérieusement, je n'ai pas été énormément convaincu par ces outils,
mais peut-être parce qu'ils partageaient un point commun que j'ai oublié de préciser, c'est les données que je leur fournissais. Et en fait, ce que j'en tire comme enseignement de cette première expérience, c'est que c'est peut-être pas le produit ou la technique de RAG qu'il fallait utiliser qui importe le plus. Ce qui importe le plus, et on va le voir tout de suite, c'est que vos données soient organisées. Alors ça paraît toujours évident quand on le dit, mais je pense qu'on a tendance à sous-estimer cet aspect parce qu'on pense que l'IA est un palliatif à tous ces problèmes. Et moi, je n'ai pas appris ça sur YouTube, je l'ai appris un peu à mes dépens. En mars 2025, je reviens de congé paternité, et là on commence à parler de plus en plus de MCP, modèle contexte protocole, et donc forcément on en parle à la machine à café. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Est-ce que c'est le futur? Etc. etc. Et moi, comme je n'apprends pas de mes erreurs, je décide de tester. Alors je prototype un MCP BigQuery que je connecte à Claude. Je n'ai pas d'attente particulière. De ce que je comprends, ça peut être une version améliorée de notre Slackbot Metabase. Mais en réalité, pas du tout. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. On avait d'un côté un bot Metabase qui était plutôt capricieux, et de l'autre côté, on avait un véritable data analyst virtuel. Alors c'était loin d'être parfait, mais c'était ma première révélation depuis l'arrivée de ChatGPT. Claude était désormais capable de naviguer à travers notre data warehouse pour produire et exécuter ses propres requêtes SQL. Et honnêtement, elle ressemblait plutôt à ce que j'aurais pu produire moi-même. Et l'effet waouh, c'est pas tant que Claude pouvait faire du SQL en autonomie, c'est parce que ça, avant les MCP, c'était déjà possible. Non, je pense vraiment que si cet ensemble fonctionnait aussi bien, c'est parce qu'il y a 2 ans, on décide de faire une refonte complète de notre data warehouse, qui consistait essentiellement en 2 tâches, modéliser et documenter. La modélisation en data, c'est le fait de consolider différentes sources de données de façon à faciliter le reporting et l'analyse. Concrètement, ce à quoi ça peut servir, c'est par exemple définir des indicateurs et des métriques de façon centralisée. Nous, on utilise DBT pour faire ce travail de modélisation, mais encore une fois, ce n'est pas tant l'outil qui importe que le fait de disposer d'un modèle de données qui reflète l'activité de l'entreprise, l'activité financière, opérationnelle, commerciale, etc. Pour ce qui est de la documentation du modèle de données, c'est assez explicite. Ça consiste simplement à fournir une description de chacune des tables et de chacune des colonnes du modèle de données. Alors je me rappelle à l'époque, quand on fait ce travail avec mon collègue Guillaume, on trouvait ça assez rébarbatif, plus de 1100 colonnes à documenter sans cursor, et on se demandait même s'il y avait des gens qui allaient s'intéresser à la documentation qu'on écrivait. Et donc ce chantier nous aura pris presque 5 mois, et le MCP à prototyper, c'était 2 heures. Donc cet assistant data, en termes de temps alloué, c'était plus de 99% consacré à l'organisation du modèle de données et à sa documentation, alors que le fait de connecter un LLM, c'était c'est forcément moins de 1%. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce travail qu'on a fait de 5 mois et que je pensais inintéressant, voire mal investi au départ, il a été complètement rentabilisé grâce à la combinaison de ces 2 choses. Et aujourd'hui, cet assistant data, on l'a ouvert à toutes les personnes qui comprennent raisonnablement le modèle de données. Et pour ces utilisateurs, l'utilisation est devenue quotidienne et l'adoption est bien présente. Avant d'enchaîner sur la dernière partie, s'il y en a encore dans la salle qui pensent que tout ça c'est grâce au MCP, je vais vous donner un exemple qui va montrer que le MCP c'est juste un moyen. Sans entrer dans les détails,
ici, ce que je demande à Claude, c'est globalement de me générer un filtre sur les entreprises. Et quand je regarde le filtre qu'il a généré, je vois qu'il utilise la propriété country au lieu de la propriété pays. Et ce n'est pas une hallucination de la part de Claude, ces deux propriétés existent bien sur notre CRM et désignent des choses totalement différentes. Et donc, si demain, on veut profiter d'une assistance par IA sur notre CRM, on sera obligé de repenser le modèle de données de notre CRM, de le documenter à la manière de ce qu'on a fait sur notre data warehouse. À ce moment-là, on a pas mal de convictions. Mais c'est la première fois depuis 2 ans que j'ai l'impression de faire un premier pas dans la bonne direction. Et on a envie d'aller encore plus loin et de fournir un type d'assistance similaire à celle de Claude et BigQuery pour d'autres utilisateurs. Parce que si c'est possible de réaliser ce genre de choses sur notre data warehouse, c'est que c'est forcément possible de le faire sur d'autres sources de données. Et comme on l'a vu, et pour les raisons évoquées à l'instant, on n'est pas parti sur un assistant CRM, on est parti sur un assistant RH. Pourquoi? Parce que l'assistant RH pouvait profiter d'une documentation qui existait déjà et en plus qui est super bien organisée. Donc l'espace RH, c'est un ensemble de ressources écrites consignées dans Notion, notre outil de gestion des connaissances. L'objectif de l'assistant, il est assez clair, c'est de répondre aux questions RH des collaborateurs. Mais l'objectif du projet, c'était aussi d'aller chercher des enseignements supplémentaires comme sur l'intérêt ou sur la façon de prompter l'assistant. Et les premiers enseignements que l'on tire de cet assistant sont déjà assez intéressants. Le premier enseignement qu'on peut tirer, c'est l'importance du sommaire. Le sommaire, c'est le point d'entrée de votre LLM. Et donc, si votre sommaire n'est pas assez exhaustif ou n'est pas assez clair, votre LLM risque de ne pas naviguer correctement à travers votre base de connaissances. Le deuxième point, c'est l'ownership. On a vu que la valeur de l'assistant était principalement du côté du contenu, et ça paraît normal que la responsabilité de l'assistant soit aussi du côté de ceux qui gèrent ce contenu. Quand on travaillait avec des RAG, la dépendance technique était tellement forte que forcément, elle était soit partagée avec la tech, soit complètement du côté de la tech. Et un dernier point, c'est le fait de désactiver la recherche. Alors ça, c'est plutôt une question de design, mais pour notre assistant RH, on trouvait que ça avait plus de sens d'empêcher le LLM d'aller chercher du contenu qui allait au-delà de l'espace qui a été approuvé par l'équipe RH. Et donc finalement, si on fait le bilan, on a 2 assistants assez différents qui ont chacun leurs utilisateurs, mais qui ont été conçus avec à peu près la même recette. Une recette qui n'est pas très technique et qui met l'accent sur l'accès à l'information. Et si on veut ajouter à cette recette une 3e étape, ce serait celle d'utiliser un sommaire en guise de point d'entrée pour le LLM. Et si vous me dites que pour BigQuery, il n'y en avait pas, eh bien je vous répondrai que si, c'est juste qu'il était matérialisé de façon différente. Lorsque vous connectez un LLM à une base de données, la première chose qu'il va chercher à faire, c'est de lister les tables qui sont à sa disposition à la manière d'un sommaire. Et enfin, ce qu'on peut imaginer plus tard, si on commence à faire confiance à ces assistants, c'est de leur déléguer des tâches opérationnelles, comme la saisie d'informations fournisseurs ou bien le remplissage de fichiers Excel. Mais si on n'est pas certain que nos process sont bien documentés et que l'IA est bien capable de les restituer, alors on ne peut pas envisager cette étape d'évolution. Si on reprend l'exemple des entreprises HubSpot, je ne peux pas demander aujourd'hui à un LLM de mettre à jour une propriété sur une entreprise si une fois sur 2, il va piocher dans la mauvaise propriété. Et donc tout ce travail de documentation et de réorganisation de l'information, c'est un processus essentiel qui sert cet objectif, celui de passer d'assistants de documentation ou de restitution d'informations à des assistants opérationnels. Pour terminer, adopter l'IA générative, finalement, c'est adopter un ensemble de pratiques de bon sens que vous avez peut-être déjà chez vous.
modéliser, organiser, structurer, documenter. Appelez ça comme vous voulez, mais s'il y a bien une chose que l'IA ne fera pas pour vous, c'est bien tout ça. Merci.